pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition du 26 novembre 2019 dont voici le sommaire. Obsèques aujourd'hui des militaires péris dans l'attaque de Marura au cimetière d'Omhanda. Tous les passants étaient fouillés par les Imbonerakure tout près du cimetière. Et certains politiques sont désormais facilités dans le détournement de l'or. C'est ce que le président de l'OLUCOM pense après l'attribution du monopole du commerce de l'or dans le pays. Et les partisans du Conseil des patriotes ne se sont pas rapatriés au Burundi aujourd'hui comme prévu. Vous aurez les détails dans cette édition. Lucie Kabera et Inès Gakiza sont à la cabine technique et à la prise d'image. Les détails, c'est dans quelques instants. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi sont en détention depuis déjà 36 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province de Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et je vous le disais en titre, inhumation aujourd'hui des militaires péris dans l'attaque du 16 au 17 novembre sur la colline Marura en commune Mabaï de la province Cibitoke au cimetière d'Omhanda où se sont déroulés les obsèques étaient érigés et tous les passants étaient fouillés. Le point avec Walter Kuizer. Les corps des militaires inhumés sont mardi, son épaule Ndairagije, Proté Nyonguru, Juvenal Nyongabo, adjudant-chef Mfayo Kurera, Jean-Claude Ndairagije et major Révérien Gomirakiza, surnommé Musogoto, qui était aussi à la tête de cette position d'Omarura dans la province de Cibitoke. Selon la source de la RPA, à part qu'il y avait des photos sur le cercueil, les membres des familles de ces militaires n'étaient pas permis de voir les corps de leurs. Dans les hommages de ces militaires, l'envoyé de l'état-major était un officier connu au nom de Marius qui a représenté le gouvernement du Burundi. Ces hommages ont eu lieu à l'endroit appelé Guantanamo, qui était un ancien camp de militaires du Népal qui était envoyé au Burundi dans une mission de maintien de la paix. Nos sources qui avaient participé à l'enterrement de ces militaires indiquent que depuis la route qui part de l'aéroport Melchior Ndadaye vers le cimetière d'Omhanda, il y avait beaucoup de militaires et des gens en tenue civile qui seraient des Imbonerakure. Ce sont ces derniers qui fouillaient les véhicules qui empruntaient cette route. Nos sources d'information indiquent qu'il y a d'autres corps qui ont été inhumés samedi dernier et d'autres qui seraient toujours à la morgue de l'hôpital militaire d'Okamenge. Jusqu'à présent, le bilan exact de cette attaque reste toujours inconnu, même si dans son communiqué, l'armée burundaise a fait savoir que seuls 8 militaires ont péri dans cette attaque d'Omarura. Et toujours en page sécurité, la Ligue ITK dénonce un plan d'élimination des opposants de Karuzi. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, ce plan qui doit être exécuté avant la tenue des élections a été préparé par les leaders du CNDD-FDD en collaboration avec les agents du service de renseignement dans cette province. Ancher Nikoya Gizé, c'est le président de la Ligue ITK. Nous avons eu cette information parce qu'il y a eu des Imbonerakure qui n'ont pas voulu que ce plan macabre soit exécuté. À Karuzi, comme vous avez vu dans le communiqué, donc, il y a le chef des Imbonerakure, Nestor alias Benoule, qui est chargé des Imbonerakure de province. Il y a aussi Nestor Lachingwanubusa alias Irambire, qui est chef des Imbonerakure au niveau de la commune de Wuziga. Il faut qu'un chef des Imbonerakure au niveau de la zone Wuziga est président du parti dans la même commune. Il y a aussi Rénégie qui est chargé de la supervision des districts sanitaires de Wuziga et d'autres membres du SNL qui participent dans cette réunion. À l'ITK, nous disons que c'est un plan bien fait, car c'est pas normal que les Imbonerakure et ces gens qui ont cité passent tous les nuits dans la permanence NDD, soit disant qu'ils sont de samedi
Cette communication a été donnée dans la dernière réunion de vendredi passé, le 22 novembre 2019. Et ils ont intimidé les immonés qui sont inaptes, qui n'ont pas pu corriger les opposants. C'est déplorable qu'il y a un groupe qui est isolé. Il y a le Tutsi qui est mis en exergue parmi les gens à éliminer. Il y a le groupe des Tutsi, il y a le groupe des Upinga et le groupe des opposants. Par Upinga, il faut entendre pour le CNDD qui sont des personnes à éliminer. Qu'ils soient des membres du CNDD, qu'ils soient des membres d'opposition de la société civile ou autre groupe. Et vous avez vu qu'il ne faut pas surtout parler de ce projet en présence d'un Tutsi. De peur que ce plan soit dévoilé avant sa mise en exécution. À la RITECA, on voudrait saisir cette occasion pour arrêter la communauté nationale et internationale qui intervienne pour que ce plan ne soit pas exécuté. Sinon, ça serait vraiment catastrophique au pays. Voilà, c'est un cher Nico Yaguise, le président de la Ligue ITECA. Parlons économie à présent. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines vient de prendre une mesure octroyant le monopole de l'achat et de la vente de l'or à la Banque de la République du Burundi, une décision qui, selon le dit ministère, aurait été prise en vue de combattre, entre autres, la fraude qui gangrène ce secteur. Suivez à ce propos le ministre comme Manirakiz. En vue de continuer à faire respecter les mesures du Conseil national de sécurité pour la lutte contre la fraude liée au commerce de l'or, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines communique ce qui suit. Premièrement, les activités de vente de l'or par les comptoirs sont suspendues. Deuxièmement, seule la Banque de la République du Burundi achète de l'or produit par les coopératives et les sociétés minières. Troisièmement, il est demandé aux comptoirs qui disposent de stock d'or de le vendre sans délai à la Banque de la République du Burundi. Tout contrevenant à la présente sera arrêté et puni conformément aux dispositions pertinentes du Code minier et du Code pénal du Burundi. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines demande instamment aux services chargés des migrations, de la sécurité, à la Banque de la République du Burundi, à l'Office burundais des recettes, à l'Office burundais des mines et carrières, au ministère de la Justice, au ministère en charge de l'Intérieur, ainsi qu'aux services en charge de la gestion de l'aéroport international Melchior Ndadaye, de faire respecter la présente mesure à dater de ce jour. Le ministre comme Manirakiza a lu son communiqué à travers la radio-télévision nationale du Burundi. L'OLUCOM ne partage pas du tout l'avis du ministre. Pour cette organisation qui lutte contre la corruption et les malversations économiques, cela vient plutôt faciliter la tâche à certaines autorités politiques. Et Gabriel Rufiri d'ajouter qu'en plus de cela, cette mesure viole le code de commerce, surtout en ce qui est de la concurrence. En matière commerciale, il y a des principes qu'il faut à tout prix respecter. Surtout que ces principes sont inscrits au niveau des textes qui nous régissent. Ici, je parle de des textes fondamentaux, c'est le code de commerce et le code minier, dans le cas qui nous occupe actuellement. Il y a le principe qu'on appelle le principe de libre concurrence. Et ce principe-là est bafoué par rapport à cette mesure que le gouvernement vient de prendre. Avec toutes les mesures que le gouvernement avait prises par rapport aux échanges de monnaie étrangère au Burundi, aujourd'hui, le dollar se vend entre 2900 et 3000. Donc, la balance commerciale ne va pas s'équilibrer parce que la fraude va s'accentuer. Nous le savons que la plupart des autorités burundaises se trouvent dans ce commerce en violation de l'article 172 du Code minier qui interdit tous les fonctionnaires de l'État de se trouver dans ce genre de commerce. Mais nous voyons les sociétés, les comptoirs qui se trouvent au Burundi. Derrière, il y a certains hauts cadres de l'État, les sociétés qui se trouvent à Dubaï, Hong Kong, en Chine et ailleurs. Toujours, il y a derrière des autorités qui se cachent derrière, qui travaillent avec certains commerçants. Gabriel Rufiri fait également savoir que cette mesure ne fera qu'enfoncer davantage l'économie du pays et ruiner la vie des gens et des sociétés qui vivaient de ce commerce. Encore une fois, Gabriel Rufiri. Il n'est pas normal qu'on donne à la BRB seule, sans concurrence, d'acheter l'or, alors que normalement, le commerçant qui vend de l'or devrait voir celui qui donne plus
ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce qu'il y a des investissements que les exploitants ont fait, il y a des charges, donc il y a beaucoup de choses qui sont dedans, mais la BRB impose un prix comme ça pour l'or. La plupart des comptoirs et des sociétés risquent de fermer les portes. Et par voie de conséquence, les investisseurs étrangers qui se trouvaient au Burundi vont plier bagages. Donc pour nous, tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est nul parce que ce sont des mesures malheureusement irréfléchies. C'est une mesure arbitraire, c'est une mesure qui va causer beaucoup de problèmes. Voilà, c'est Gabriel Roussiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Dans quelques instants, nous entamons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Le rapatriement des partisans du CDP qui était prévu aujourd'hui a été annulé. Des sources proches de ce parti font savoir que cette seconde annulation serait due à certaines divergences entre le Conseil des Patriotes, c'est le CDP en toutes lettres, et le gouvernement de Nkurunziza. Le point avec Trésor Nyongabo. Selon des sources auprès des candidats au rapatriement sous le masque du parti CDP, le gouvernement de Nkurunziza aurait renoncé à l'accord conclu avec Anissé Niyonkuru. Les mêmes sources indiquent que le gouvernement du Burundi a été indigné par la fuite de ces accords normalement considérés comme un plus grand secret. Un gouvernement en même temps découragé par la liste des candidats au rapatriement qui comportait à grande échelle les non-membres du CDP. Un constat qui a fait que le patron du CDP soit sommé à revoir cette liste. Au départ, le rapatriement était prévu en date du 16 novembre. Mais au moment où les candidats à ce rapatriement s'étaient déjà rassemblés à Dar es Salaam et à Kampala, le dit rapatriement a connu un premier échec et a été reporté pour ce mardi 26 novembre. Des sources à l'aéroport Melchior Ndadaye révèlent que les membres du CDP ne figurent pas sur le manifeste des personnes attendues à cet aéroport ce mardi. L'organisation Crisis Management Initiative, qui avait promis à appuyer ce rapatriement, s'est gardée de tout commentaire à ce sujet. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Anissé Niyonkuru, président du parti CDP, encore moins Abraham Barengayabo, porte-parole de ce parti. Puisque nous parlons de politique, un membre du parti CNL sur la colline Kididiri, zone Murore de la commune Busoni, nous sommes en province Kirundo, dénonce l'intimidation subie auprès d'un des députés élus dans cette province. Ce citoyen aurait refusé d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Emmanuel Niungeko pour les détails. C'était aux environs de 16h dimanche dernier lorsque le député Jean-Baptiste Nzigamasabo, surnommé Gihahe, élu de la circonscription de Kirundo, a rencontré Hermès Nirandekura, enseignant à l'école fondamentale de Kabanga et membre du parti CNL, en compagnie de ses amis en train d'étancher la soif dans l'un des bistrots du marché de Kabanga. Le député Jean-Baptiste Nzigamasabo, dit Gihahe, a aussitôt craché en plein visage l'enseignant Hermès Nirandekura. Ce dernier est reproché de ne pas adhérer au parti CNDD-FDD, raconte un témoin oculaire. Nous avons été très étonnés d'assister le député Jean-Baptiste Nzigamasabo dit Gihahe cracher sur le visage d'Hermès Nirandekura qui était assis tranquille dans sa place. Il lui a dit qu'il le tuera s'il ne renonce pas au parti CNL pour intégrer au CNDD-FDD, qui vont alors participer aux élections au moment où ces députés élus pour représenter le peuple menacent de tuer les gens publiquement. Contacté à ce propos, le député Jean-Baptiste Nzigamasabo, surnommé Gihahe, nous a raccroché au nez juste après avoir entendu la question. Parlons de gouvernance dans le secteur de la santé sans transition. Le ministre de la Santé publique devrait limoger et traduire le médecin chef du district sanitaire de Cibitoke reproché de jouer sur la santé de la population, exige Dr Jean Minani, président du Sénared, qui réagit par rapport au comportement du médecin chef du district sanitaire de Cibitoke, qui consiste à remplacer les agents formés pour lutter contre le virus d'Ebola
sur les frontières burundo-congolaises par des ignorants en la matière, un comportement motivé par la corruption. Suivez à ce propos Dr Jean Minani, il est président du Sénared et s'est entretenu avec Vicky Chris Ninherez. Le ministère de la Santé publique avait pris de très bonnes dispositions. Malheureusement, ces bonnes dispositions qui avaient été prises ont été sapées, sabotées par un responsable à un niveau inférieur. Pour pouvoir immédiatement trouver les gens qui sont affectés et susceptibles de contaminer les autres, c'est pour cela que moi, si j'étais le ministre de la Santé, immédiatement, non seulement je l'aurais enlevé de son poste, mais j'aurais demandé à la justice de s'en occuper parce que ces agissements sont des agissements d'abord criminels, parce qu'ils exposent tous les agents et toute la population à la contamination d'Ebola, mais aussi c'est un corrompu. Malheureusement, ce qui se passe au Burundi, la corruption a atteint la société à tous les niveaux, surtout les responsables CNDD-FDD, à tous les niveaux, jusqu'à ce que les gens prennent de l'argent au détriment de la vie de la population. Il s'agit là d'une corruption. Non seulement d'une corruption, mais d'une corruption criminelle. Parce que c'est une corruption, non seulement qui est une faute grave, mais aussi une corruption qui tue la population. Parce qu'il a mis à l'écart des agents qui avaient été formés et des agents qui étaient responsables, des agents qui avaient de l'expérience pour seulement son enrichissement, ce qui est très très grave. Ce ministre ait le courage immédiatement de remettre ces 28 agents formés et de chasser immédiatement ce responsable qui est irresponsable. Docteur Jean Minani, la rédaction de la RPA a contacté Dr Kazadi Walter Mulombo, représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Ce dernier nous a signifié qu'il était en déplacement. Nous avons également essayé de joindre Tade Ndikumana, le ministre de la Santé publique. Son téléphone sonnait, mais personne ne l'a décroché. Jean Bosco Girukushaka, le porte-parole de son ministère, lui, était injoignable. Toujours en page santé, grogne des fonctionnaires de l'État de la localité de Kivoga, zone Gitaba de la commune et province Rutana. Pour cause, ça fait plus de 6 mois que ces fonctionnaires n'utilisent pas la carte de la mutuelle pour se faire soigner au centre de santé de Kivoga. Ils se demandent pourquoi le centre de santé de Kivoga est le seul qui manque les bons de la mutuelle dans cette circonscription. Le point avec Onésime Dushimagiz. Ces fonctionnaires de l'État qui travaillent dans la localité de Kivoga en commune Rutana indiquent qu'ils paient la facture des soins médicaux à 100% au centre de santé de Kivoga. Il y a de cela plus de 6 mois, témoigne l'un de ces fonctionnaires. On paie la facture à 100% parce qu'on n'utilise pas la carte de la mutuelle. Il y a aussi un manque criant de médicaments et nous sommes obligés de recourir aux pharmacies privées. On ne sait pas à qui est la faute et on se demande si cette situation réside de la pauvreté du pays ou bien si c'est de l'incompétence du titulaire de ce centre de santé. Lorsque les patients demandent pourquoi ils sont obligés de payer la facture des soins médicaux à 100% au moment où ils cotisent régulièrement à la mutuelle de la fonction publique, Obed Laban répond qu'il y a toujours un manque de bons de la mutuelle, un argument qui n'est pas du tout selon les fonctionnaires qui fréquentent ce centre de santé. Puisque le titulaire Obed a toujours un manque de frais de fonctionnement suite au crédit qu'il a contracté, il est obligé de mentir aux patients qu'il n'y a pas de bon de la mutuelle pour qu'il paie la facture à 100% dans le but de gagner plus d'argent qu'il utilise pour des fins personnelles. Pour essayer d'échapper à cette facture trop élevée, ces fonctionnaires vont se faire soigner dans d'autres centres de santé de la commune Rutana ou à l'hôpital de Rutovu en province Bururi. Ils se demandent pourquoi ce manque de bons s'observe uniquement au centre de santé de Kivoga. Ils accusent le titulaire de ce centre de santé, Obed Laban, comme étant le responsable de cette situation. En plus du phénomène de détournement des fonds, Obed Laban est aussi reproché d'avoir supprimé les primes d'encouragement qui était destiné au personnel du centre de santé de Kivoga. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur vos téléphones portables. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la page Droits de l'homme.
Tous les lieux de détention doivent être régis par le code pénal en vigueur et l'administrateur communal ainsi que les actes qu'il pose sont sous la tutelle du gouverneur de la province dans laquelle se situe la commune. Propos de Vital Shimirimana à la suite des révélations des habitants de la commune Buyengero qui avaient dénoncé à maintes reprises un cachot clandestin tenu secret par Amos Nhira Nibagira auprès du gouverneur et du procureur de la République à Rumongue, mais sans succès. Maître Vital Shimirimana encourage aussi la population à continuer à dénoncer les abus commis par les autorités administratives. Les lieux de rétention de détention sont organisés conformément au code de procédure pénale. Ils sont inspectés par le procureur de la République ou les officiers du ministère public qui peuvent même mettre fin à toute rétention jugée illégale. Sur le plan administratif, les actes de l'administrateur de la commune sont soumis à la tutelle du gouverneur de province. En cas d'abus, c'est le gouverneur de province peut instruire à l'administrateur communal d'adopter une conduite ou d'arrêter l'abus. Mais ce que nous observons, c'est que d'abord, la création d'un cachot par l'administrateur communal est constitutif d'un crime d'une part et d'un abus de pouvoir d'autre part. Mais cette pratique est largement répandue aujourd'hui et à travers le pays. Et donc, il n'est pas étonnant que l'administrateur communal fasse comme ses supérieurs hiérarchiques. Ces victimes, les familles ou les habitants de cette localité peuvent toujours solliciter le procureur général de la République qui est l'autorité en charge du contrôle de la détention sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer les maux, les abus dont ils sont victimes, qui pourraient, je dis, exiger la fermeture d'eau ce lieu de détention privée et engager des poursuites contre l'administrateur. Maître Vital Shimirimana, parlons économie avant de terminer cette édition par la page réfugiés. Compte tenu de la situation économique précaire du Burundi, les autorités ne devraient pas prendre des mesures qui interdisent des activités commerciales. Propos de Faustin Ndikumana, expert indépendant dans le domaine économique. L'économiste réagit aux récentes mesures de l'administration municipale qui interdisent certaines activités de petits commerces dans la capitale économique et réduisent les heures de travail de certains bistrots. Des mesures justifiées comme visant le développement économique des Burundais. Suivez Faustin Ndikumana. Au niveau de la structure économique, dire que les raisons qui motivaient la prise de cette décision, c'est des raisons économiques. Est-ce qu'on a évalué le taux de pauvreté aujourd'hui au Burundi qui approche 70%, avec un taux de salarisation de 8%, l'un des plus faibles d'Afrique. C'est-à-dire que les Burundais se débrouillent. Et c'est-à-dire que aussi le chômage qui est là, tous ces étudiants, lauréats qui n'ont pas de travail, essaient de se débrouiller. Le gouvernement donne plus d'emplois automatiquement. Il n'y a pas de grands travaux qui donnent de l'emploi aujourd'hui. Il n'y a pas de création d'entreprises à niveau pour vraiment résorber le chômage aujourd'hui. Donc, les gens essaient de se débrouiller. Si ces jeunes, par exemple, ne sont pas en train de faire des initiatives privées qui les permettent de vivre, je crois que des fois, il faut soutenir par la situation dans laquelle nous trouvons au niveau conjoncturel, au niveau de la pauvreté, et c'est quand même visible et inquiétant. Quant à la flux vers la commune de Mukaza, je dois dire que la commune de Mukaza, c'est la commune où il y a un pouvoir d'achat, c'est l'évidence. Tout le monde, nous débouchons dans nos coins, nous nous rendons au centre-ville. S'il y a un mouvement au niveau journalier, le pouvoir d'achat, il est localisé vraiment en grande partie dans la commune de Mukaza. Le Bujumbura n'a pas encore créé de deux centres-villes, dire que les gens qu'on peut désengorger la ville et aller dans les quartiers périphériques parce que les centres-villes ont été multipliés par 2 ou 3 comme ça se fait dans d'autres villes. Et encore une fois, la seule ville aujourd'hui qui est la capitale économique, où presque 80% de la circulation monétaire, c'est à Bujumbura. Si on commence à limiter les heures de travail pour certains, on limite la consommation. Plutôt, on développe l'économie souterraine en commençant à interdire ceci et cela. On développe l'économie souterraine, ce qui aboutit à la privation des recettes fiscales. Ces mesures de l'administration municipale ont été prises ce vendredi. Terminons cette édition
En parlant réfugiés, l'initiative internationale pour la défense des droits des réfugiés, IRI en sigle, se dit consternée par les menaces faites aux réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Des menaces provenant des combattants Maïmaï suite à l'arrestation jeudi dernier dans ce camp d'un des leurs. Pour Tess Van Lai, représentant de l'IRI dans les pays des Grands Lacs, l'organisation œuvrant dans le domaine des réfugiés et le gouvernement congolais doivent s'impliquer pour assurer la protection de ces réfugiés burundais. La situation que vous décrivez dans le camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, semble être très préoccupant. Même si nous, comme IRI, International Refugee Rights Initiative, nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier cette information. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis un bout de temps, il y a pas mal de problèmes sécuritaires dans le camp de Lusenda comme dans les environs. Et si cela s'avère vrai qu'il y a eu un rebelle Maïmaï qui a été arrêté dans le camp et comme suite il y a des menaces qui sont proférées contre ceux qui étaient impliqués dans cette arrestation, il faudra que les autorités congolaises, y compris la Commission nationale pour les réfugiés et ses partenaires internationaux comme le HCR s'impliquent pour assurer la protection de ces réfugiés. Il semble qu'en général que la situation sécuritaire dans cette zone est assez préoccupante. Et il faudra qu'en général qu'il y ait une pacification, une stabilisation de cette région pour permettre aux réfugiés burundais d'y s'y installer en toute sécurité. Tess Van, c'est le président de l'initiative internationale pour la défense des droits des réfugiés et c'est par son intervention que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce 26 novembre 2019. Merci à Lucie Kavera et Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous qui nous avez tenu compagnie. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.